Un puissant tsunami secoue actuellement le système bancaire américain. En seulement 5 jours, 3 grosses banques ont déjà fait faillite. Et le pire est à craindre, car l'onde de choc provoquée par la chute de cette banque pourrait créer un effet de domino à travers le monde et entraîner d'autres banques aussi à la faillite, ce qui déclencherait une nouvelle crise mondiale. Parmi les 3 banques qui ont déjà fait faillite aux États-Unis, il y a une des plus célèbres, la SVB, la Silicon Valley Bank, la banque des startups et des nouvelles technologies. En seulement 3 semaines, l'action de la SVB, la Silicon Valley Bank, est passée de $300 à $0. J'ai vraiment pitié pour les actionnaires de cette entreprise. J'espère que toi, tu ne faisais pas partie. Mais même si toi, tu ne faisais pas partie, les conséquences de la chute de cette banque pourraient aussi t'atteindre. Donc, ce sujet te concerne vraiment. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi les causes de la chute de la SVB, les conséquences que cela pourrait avoir pour toi, pour moi aussi, et les leçons que nous pouvons en tirer pour éviter de perdre notre investissement ou bien notre épargne. Donc, suis-moi attentivement. Bonjour, moi c'est Séverin Papou, je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années et je suis fin pratiquant de la stratégie de Fix and Flip. Je suis toujours sur le terrain et aujourd'hui je profite d'une visite sur le chantier pour faire cette vidéo. C'est une maison des années 1950 que mon équipe et moi avons entrepris de rénover complètement. Des vidéos intéressantes suivront sur ce projet où je vais vous le présenter. À travers ce canal, je partage volontiers mon expérience, mes années d'expérience avec toi et te montre aussi comment toi, tu peux arriver à te bâtir un patrimoine conséquent dans ce pays, sans grand capital de départ, mais juste en utilisant des mécanismes très pratiques et des leviers très puissants pour y arriver. Avec l'avantage que ce patrimoine te servira à assurer ton avenir ou bien celui de tes enfants dans ce pays, ou bien même plus tard à dégager des capitaux dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ton projet dans ton pays d'origine sans avoir besoin de passer par des crédits de consommation et chuter ta bonité comme je vois beaucoup le faire dans la communauté. Donc si toi aussi tu voudrais te bâtir un patrimoine conséquent dans ce pays, je t'encourage déjà à faire le premier pas en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le système bancaire américain est actuellement secoué par une crise qui rappelle un peu celle de 2008, qui était entrée dans l'histoire comme étant la crise des Lehman Brothers, du nom de la banque d'investissement qui avait donné le coup d'envoi de cette crise mondiale. Et comme en 2008, cela semble à nouveau être une banque américaine qui donne le coup d'envoi de la prochaine crise. La SVB, la Silicon Valley Bank. Sa chute en moins de 5 jours a entraîné aussi la chute d'autres banques, de 2 autres banques, la Signature Bank et la Silvergate Bank qui faisaient un peu dans les crypto-monnaies. Et en 3 semaines, les actions de la Silicon Valley Bank sont passées, donc une action, elle est passée de $300 à $0. Ça fait vraiment mal. J'ai pitié pour les actionnaires de cette banque. Cela rappelle un peu Wirecard ou bien plus récemment l'IEP Limay. Je ne sais pas comment ils vont se remettre de cette chute. Pour limiter la casse, l'État américain ou bien l'autorité chargée du contrôle des banques a pris le contrôle de ces banques pour pouvoir stopper l'hémorragie et éviter que ça continue les chutes des banques, ça entraîne un effet domino à d'autres banques et ainsi que ça ouvre la voie à une nouvelle crise mondiale. Mais même si ils ont pris le contrôle de ces banques, le pire n'est pas évité, quoi. Mais qui est-ce qui a vraiment pu causer la chute de la SVB Bank, la Silicon Valley Bank? Quelles ont été les causes?
Les causes sont multiples. Comme toujours, il n'y a pas une seule cause qui provoque cela. Il y a plusieurs causes. Mais moi, je parlerai juste de 3 principales causes. C'est vrai, il y aura plusieurs. Sûrement, il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont des experts financiers en banque, qui pourront aller encore beaucoup plus dans les détails. Mais moi, je parlerai dans cette vidéo juste de 3 principales causes. Avant de commencer à citer ces causes, il faut d'abord savoir c'est quoi une banque et qu'est-ce qu'elle fait exactement. On dit la banque, la banque. En fait, la banque, c'est un établissement financier qui reçoit des fonds publics, les emploie pour des opérations financières, des opérations de crédit et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de paiement. En fait, la banque, c'est le cœur du système financier, c'est le cœur du capitalisme. C'est l'église, c'est la capitale du capitalisme. La banque reçoit les sous et les redistribue. C'est la pierre angulaire de tout, c'est le carrefour, c'est là où tout se rencontre. Quand tu remets ton argent à la banque, elle ne prend pas cet argent, le met dans un coffre-fort et attend que tu viennes récupérer. Non, loin de là. La banque prend cet argent et va redistribuer cet argent à des particuliers, à des investisseurs, à des sociétés sous forme de crédit. Et ces personnes, ces particuliers, ceux qui ont emprunté de l'argent à la banque, vont remettre cet argent suivant une certaine échéance avec un certain taux d'intérêt. Et donc, les taux d'intérêt et le taux de remboursement, ça représente entre autres les entrées de la banque. Et la banque a besoin de ces entrées pour en fait gérer ses charges fixes comme les salaires, les loyers et tout un tas de choses. La banque utilise aussi ces entrées d'argent pour pouvoir rembourser l'argent d'autres clients qui leur avaient donné l'argent de garder et veulent maintenant récupérer leurs sous. Normalement, les États, ou plus précisément les autorités de contrôle des marchés financiers, exigeaient aux banques de garder 10% comme réserve de la somme que tu leur remettais, qu'un épargnant leur remettait pour pouvoir garder. 10% de cette somme comme réserve. Donc cela veut dire que si tu remettais 100 000 euros à la banque se devait de garder 100 euros comme réserve dans le trésor et elle ne pouvait utiliser que 900 euros pour ses opérations financières. Mais depuis la crise sanitaire que nous avons connue et le risque de récession qu'on avait, les États, pour encourager la croissance, la consommation, ont décidé de lever cette limite, si bien que maintenant, les banques ne sont plus tenues de garder 10%, mais plutôt 1% de la somme qui leur est remise, de les garder comme réserve. Cela veut dire que maintenant, si tu remets 1000 euros à la banque garde juste 1 euro et peut maintenant investir 999 euros. Cette situation a vraiment servi à encourager la croissance économique et à éviter une récession. Seulement, maintenant, si tu voudrais récupérer tes sous, tes 1000 euros que tu as remis à la banque, il faudrait que la banque parte te récupérer aussi les réserves de 1000 personnes. Vu qu'elle n'a que 1 euro qu'elle épargne, qu'elle garde comme réserve par personne, c'est-à-dire pour te remettre tes 1000 euros, il faudrait que la banque aille récupérer les épargnes de 1000 autres personnes. C'est beaucoup. Imagine maintenant que ce n'est pas juste une seule personne qui a besoin de récupérer ses sous, mais plutôt 10, 15, 20 et 30 personnes. Qu'est-ce qui arrivera? On voit déjà bien que ça commence à être serré. Et en fait, le pire, c'est quand la banque se rend compte en même temps que son client qu'elle n'a pas assez de liquidité pour pouvoir remettre l'argent à tout le monde. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Le plus simple, c'est quand le client se rend compte qu'il n'a pas de liquidité, il s'en va à la banque. Quand la banque se rend compte qu'elle n'a pas assez de liquidité, elle est capable maintenant de chercher des mécanismes pour renflouer les caisses. Mais quand les clients se rendent compte en même temps que la banque qu'il n'y a pas assez de liquidité, là c'est la catastrophe. Ça crée ce qu'on appelle le bank round. En fait, c'est la course pour récupérer ses sous. La confiance est perdue. Et c'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank et est la première cause de la chute de cette banque, le bank round. En une seule journée, la demande de retrait
des sous de cette banque s'élevait à 42 milliards de dollars. Aucune banque ne peut se remettre d'une pareille demande, ne peut résister à une pareille demande, elle va chuter. Donc le background est la première cause de chute de la Silicon Valley Bank. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible que la Silicon Valley Bank trouve des liquidités quelque part pour remettre rapidement aux clients? Oui, normalement, la banque se doit de trouver ces liquidités. Mais où les trouver? Chez un investisseur à qui elle a prêté cet argent pour 10, 15, 20 ans à un taux d'intérêt déjà fixé, pas possible de récupérer cet argent assez rapidement. Une possibilité, c'est de revendre les actifs financiers que la banque a en sa possession. Or, pour la Silicon Valley Bank, la grande partie de ces actifs financiers provenaient des bons de trésor de l'État américain. En fait, les États, pour la crise sanitaire, on revient toujours par là, parce que c'est le départ du mal, c'est là où tout commence. Les États, afin d'éviter une récession, avaient décidé de voter des budgets, des plans d'aide et tout pour relancer l'économie. Et donc les États s'étaient endettés auprès des banques pour pouvoir avoir de l'argent nécessaire pour relancer l'économie. Rien que l'Union européenne avait mis sur pied un budget de 750 milliards d'euros. 750 milliards d'euros. L'État allemand est en fait l'État qui a le plus mis d'argent sur la table à travers le monde entier. En Allemagne, c'était 150 milliards d'euros pour pouvoir rebooster l'économie. Et cet argent, il va être donc s'endetter auprès de ces banques. Or, à cette époque, les taux d'intérêt étaient relativement bas. Donc les banques ont eu ces bons de trésor, comme la SVB, bons de trésor de l'État américain, avaient un taux d'intérêt bas. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était en fait, vu qu'on a trop pompé d'argent sur le marché, c'est l'inflation galopante que nous connaissons depuis l'année 2022, due entre autres aussi à la guerre que nous connaissons en Ukraine, mais c'est aussi les conséquences de ces énormes capitaux qu'on avait pompés sur le marché et que certains économistes avertissaient déjà. Donc en fait, quand l'inflation est arrivée, pour stopper dans l'inflation, que font les banques centrales? En fait, elles commencent à augmenter les taux d'intérêt pour limiter la consommation et ainsi freiner en fait l'inflation. Or, l'augmentation des taux d'intérêt dévalue en fait ces bons de trésor que ces banques avaient. Parce qu'elles les avaient à des taux d'intérêt vraiment de l'époque, des taux d'intérêt en moins de 2%. Or, actuellement, sur le marché, il y a d'autres produits qui peuvent vous donner beaucoup plus que ça. Donc, subitement, la Silicon Valley Bank se retrouvait avec des actifs financiers qui avaient été dévalués et dont elle ne pouvait plus tirer des liquidités de ces actifs pour pouvoir remettre à ses clients. Ce qui représente ainsi la deuxième cause de la chute de la Silicon Valley Bank. On peut donc dire, sans se tromper, que la deuxième cause, ou bien l'une des causes majeures de la chute de la Silicon Valley Bank est due à un manque de liquidité, dû au fait que ces banques avaient des actifs financiers qui provenaient en grande partie des bons du trésor américain qui avaient été signés pour 3, 4, 5 ans, je ne sais pas combien d'années, donc sur une longue période, à un taux fixe qui maintenant n'était plus attractif vu que l'augmentation des taux d'intérêt sur le marché a eu pour effet de dévaluer ce produit qui ne rendait plus ça intéressant pour les investisseurs. Et donc, si la Silicon Valley Bank devait les revendait, elle devait de toute façon les revendre à perte. Et là, ça se comprend. C'est un peu comme la montée brusque des taux d'intérêt a eu pour effet par endroit ici en Allemagne de vraiment faire perdre la valeur des biens immobiliers. On a des endroits où les biens immobiliers ont perdu 30% de leur valeur. Et donc, le propriétaire qui voulait revendre rapidement son bien immobilier, il était confronté à une situation, il devait le revendre avec perte. Cela me rappelle aussi l'histoire je suivais dernièrement dans mon pays, le Cameroun, les pagnes de la journée du 8 mars, la journée de la femme, la journée mondiale.
Cette journée est célébrée dans mon pays avec à grande pompe. Il y a chaque année un pain qui est défini pour cette célébration. Et donc, d'après les informations que je regardais là sur la toile un peu, en fait, les commerçants, ils avaient acheté des pains, donc ils se sont endettés pour pouvoir acheter des pains parce qu'il y a une société principale de l'État qui les fournit en ces pains. Donc, ils se sont endettés, ils ont acheté en grande quantité parce qu'ils savaient qu'ils vont faire de bonnes affaires avec ça. Seulement quelques semaines avant la célébration du 8 mars, avant cette journée du 8 mars, le marché a été inondé par d'autres pains qui coûtaient la moitié de ce qu'ils avaient déjà acheté. Donc, ils se retrouvent maintenant dans une situation où ils devaient revendre à perte leur pain pour au moins pouvoir avoir quelque chose dans la poche. Ils n'avaient de toute façon pas le choix, car dites-vous, le client qui veut acheter son pain, quel intérêt il aurait à aller acheter un pain qui coûte le double alors qu'il a un pain aujourd'hui sur le marché qui est beaucoup plus attractif pour lui. Donc, c'est la même chose aussi avec la Silicon Valley Bank et les actifs qu'elle avait qui provenaient du bon du trésor américain. La troisième et dernière cause que moi j'ai pu identifier, en fait, c'est la crise qui frappe les startups et puis les sociétés, les entreprises de nouvelles technologies ces dernières années, la Silicon Valley Bank depuis ces 2 dernières années. Celui qui suit l'actualité a sûrement appris les licenciements, les vagues massives de licenciements chez Facebook, chez Amazon et j'en passe quoi. Donc, elle traverse une situation de crise actuellement et cette crise aussi a créé une certaine frilosité chez les investisseurs, ce qui mettait des capitaux frais à disposition pour ces sociétés et qui fait qu'ils ne sont plus prêts à donner des capitaux, à injecter des capitaux dans ces entreprises car elles sentent que oh, ça ne semble pas bien se passer, il risque d'avoir une crise. Or, ces sociétés, elles ont besoin des capitaux pour pouvoir déjà couvrir leurs charges fixes et aussi faire des investissements pour assurer leur croissance et rester toujours compétitives. Et donc, où est-ce qu'elles vont puiser dans ces capitaux dont elles ont besoin si les investisseurs ne veulent plus leur donner ces capitaux? Elles vont maintenant vers leurs banques à qui elles ont remis déjà leurs capitaux. Et ça, il faut le dire, les 10 dernières années, les startups, ça boomait, c'était le boom des startups de la Silicon Valley. Donc, elles ont gagné beaucoup d'argent et elles ont amassé ces argent dans cette banque, la Silicon Valley Bank. Donc, elles vont se retourner maintenant vers cette banque pour récupérer leurs sous dont elles ont besoin pour pouvoir continuer à fonctionner et assurer leur croissance. Et donc, quand ces entreprises se retournent maintenant vers leur banque pour pouvoir récupérer leurs sous qu'elles ont amassés ces dernières années, elles se rendent compte que la banque est rapidement submergée par la demande et n'a pas assez de liquidités pour pouvoir satisfaire la demande de tous ses clients. Et qu'est-ce qui se passe quand les clients et la banque se rendent compte en même temps que la banque n'a pas assez de liquidités? Il se passe ce que j'ai dit plus tôt, le bank round, c'est-à-dire la course à récupérer ses sous. Chacun veut récupérer ses sous par tous les moyens. Et ce bank round ne se limite pas seulement à la seule banque, dans ce cas précis, la SVB, dont la Silicon Valley Bank, elle s'étend aussi à d'autres banques. Donc, c'est un phénomène de panique qui se propage rapidement comme un feu de brousse. Et cela s'est propagé à la prochaine banque qui était la Signature Bank, qui aussi a fait les frais de ce bank round. Et après la Signature Bank, c'était la Silvergate Bank. Donc en 5 jours seulement, 5 jours, il y a 3 banques qui ont chuté. Il a donc fallu que le gouvernement américain intervienne en mettant la main sur ces banques, en prenant le contrôle de ces banques, les fermant et essaye de stopper l'hémorragie. Maintenant, que va-t-il se passer avec l'argent de ces sociétés ou des personnes qui avaient mis leur argent, des particuliers qui avaient mis leur argent dans cette banque, dans ces 3 banques? Est-ce que l'argent est totalement perdu? Non, pas du tout. Car la plupart des États, ils ont un fonds de sécurité et de garantie qu'ils ont mis en place, dont on l'appelle les États occidentaux. Donc, ici en Allemagne, c'est le Anlageschutzfonds qui vous protège votre épargne jusqu'à une certaine limite. Ce n'est pas que c'est limité. En Allemagne, ici, c'est jusqu'à 100 000 euros et aux États-Unis, c'est jusqu'à 250 000 dollars. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire que pour toutes ces sociétés qui avaient mis des sous dans cette banque, l'État va puiser dans ce fonds pour les remettre jusqu'à 250 000 dollars. Ou bien ici en Allemagne, ce sera jusqu'à 100 000 euros. Est-ce qu'on peut dire que ouais, ils sont sauvés? Ça, vraiment pas. Car la plupart de ces sociétés avaient plus que 250 000 dollars à la banque, à la SVB.
Il faut s'imaginer une banque pareille, une société pareille pour fonctionner. C'est pas on ne parle pas quand on dit même start-up, ce n'est pas des petits trucs de moins de rien. D'après les statistiques, 97% des clients de cette banque, de la SVB, avaient plus de 250 000 dollars dans les comptes de la banque. Seuls 3% étaient en dessous de cette limite. Donc vous pouvez imaginer, quelqu'un qui avait 1 million de dollars, une société ou un privé, 1 million de dollars, se voit remettre seulement le cas 250 000 dollars. C'est vraiment rien pour faire tourner une société. Et la conséquence pourrait être la chute de cette société qui entraînerait aussi un peu des licenciements et ces licenciements qui conduiraient vraiment sur une crise mondiale, donc des personnes à la porte qui ne travaillent plus, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer donc le cheminement. Donc c'est comme ça que la crise commence. D'abord, la banque fait faillite. Après, ceux qui avaient mis leur soi à la banque aussi, ils perdent tous leurs avoirs, les entreprises ferment et c'est comme ça le phénomène se propage et c'est la crise mondiale. Et pour les actionnaires, qu'est-ce qui se passe avec l'argent des actionnaires? Est-ce qu'il y a pas aussi un fonds comme ça pour les aider à récupérer leurs sous? Les actionnaires, je suis désolé pour vous, ils s'en tirent avec nada, zéro. Il n'y a rien pour les actionnaires. Tout est parti, tout est perdu. En fait, ce n'est pas que tout est perdu, parce que l'argent ne se perd pas. L'argent, moi je dis, c'est comme la physique. Rien ne se perd, rien ne se gagne. C'est juste parti chez quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus intelligent que vous. Donc l'argent n'est pas perdu, mais ces personnes ont perdu. Mais l'argent n'est pas perdu, donc elles ont perdu, donc il n'y a rien. Mais juste une petite parenthèse, pour ceux qui seraient peut-être concernés par ce genre de pertes en bourse, je vous conseille ici en Allemagne de vous rapprocher de votre conseiller fiscal, Steuerberater. Il va vous dire, parce qu'il y a des possibilités de faire valoir ces pertes lors de votre déclaration d'impôt. Donc je n'entrerai pas plus dans les détails, je ne suis pas conseiller financier, mais rapprochez-vous de votre conseiller financier. Il vous en dira plus. Quelles leçons tirer maintenant de la chute de ces banques? Est-ce ne jamais garder son argent à la banque? Non, loin de là. Parce que garder votre argent sur le matelas ne vous met pas en sécurité. D'abord, les risques de vous faire agresser à la maison, de 1. Et de 2, garder son argent là à la maison. Vous n'êtes pas à l'abri de la perte de valeur due à l'inflation que nous connaissons actuellement. Donc, ça perd de toute façon de valeur. Donc, c'est la même chose comme si après les souris, une colonie de souris tombait sur votre argent et le bouffait complètement. Et aussi, même si vous gardez ça à la maison et qu'il n'y a pas d'inflation, la chute du système bancaire mondial entraînerait automatiquement une dévaluation des sous que vous avez à la maison. Donc, garder son argent à la maison, ce serait peut-être pas la meilleure idée. Est-ce que ça veut dire qu'aussi, il ne faudrait pas investir pour éviter de tout perdre? Non, loin de là. Moi, je dis pour quelqu'un qui est ambitieux dans la vie, qui voudrait devenir indépendant financièrement, qui a des objectifs à réaliser, il n'y a pas d'alternative à l'investissement. Tu dois investir. Seulement, quand tu investis ou que tu veux épargner une certaine somme, il faudrait faire attention à ne pas commettre des erreurs qui pourrait te coûter ta carrière d'investisseur ou bien te coûter toute ton épargne, te la faire perdre du jour au lendemain. Donc, voici maintenant quelques conseils. Moi, je dirais 3 conseils très pratiques pour éviter de perdre tout du jour au lendemain. Le premier conseil que moi, je peux te donner et qui est vraiment le plus important, avant de te lancer dans un investissement, forme-toi et informe-toi. C'est vraiment très important et je ne cesserai jamais de le répéter. Ce n'est pas quand le Titanic coule que tu vas t'entraîner pour aller t'inscrire pour prendre les cours de natation. C'est trop tard. Commence déjà à le faire avant de te lancer dans une certaine aventure. Et sois prêt à payer pour le faire. La connaissance ne coûte rien. C'est l'ignorance qui coûte cher et ça se paye cash. Et donc avant de commencer à investir, forme-toi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de l'expérience dans le domaine. Parce qu'à travers cette formation, tu apprendras déjà les différentes stratégies qui existent. Les erreurs que tu peux commettre, les risques qui existent. Tu apprendras aussi à reconnaître des opportunités et à frapper rapidement. Tu apprendras aussi à reconnaître des risques et à les éviter. Et même quand tu décides de poser une stratégie, tu sais déjà quels risques
tu es en cours et comment réagir en cas de risque. Parce que beaucoup n'ont pas ça à l'esprit. Ils voient juste que je vais gagner tant, je vais devenir millionnaire ici du jour au lendemain. On ne pense pas au risque. Et quand une situation critique arrive, ils n'arrivent pas à reconnaître cette situation critique. Ils n'arrivent pas une stratégie, un exit stratégie. Comment m'en sortir de cette situation rapidement pour ne pas tout perdre. Or, c'est très important d'avoir ce exit stratégie. Vous avez l'avion, on a fait l'avion, mais malgré tout, on a quand même fait parachute. Et même dans le parachute, là, il y a un parachute de réserve parce qu'on ne sait jamais. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, formez-vous, soyez prêts à payer pour ça. Allez vers quelqu'un qui a cette connaissance, quoi. Prenez la peine de vous former avant de vous lancer. Cette histoire de vouloir toujours faire soi-même parce que non, je vais économiser, non, il y a cet orgueil-là, ça va se payer cash. Le deuxième conseil que moi, je peux te donner, accroche ta veste où tu peux décrocher sans faire la recette de corde à faux coups. Je répète, accroche ta veste où tu peux décrocher sans faire la recette de corde à faux coups. Ceux qui ont leur acte de naissance made in Cameroun, ils comprendront cette expression. En français facile, ça veut dire quoi? N'investis que la somme que tu peux perdre sans que tu n'aies besoin de vendre ton rein ou bien de vendre ton cœur pour avoir quelque chose, pour avoir de quoi manger. Donc, prends juste la somme que tu peux perdre et dormir tranquillement. Voilà pourquoi il est important de te former avant d'investir. Parce que ça, c'est les basics. C'est ce que tu apprends à savoir. Quelles sont mes limites? Quel type d'investisseur je suis? Quel type de risque que moi, je peux supporter? Et quel est mon profil d'investisseur? Et tout ça est défini. Et tu sais exactement ce que tu peux utiliser, ce que tu peux jouer avec, c'est en fait du jeu, sans que ça ne te fasse mal. Quand tu n'as pas fait cette formation, tu commettras des erreurs bêtes, comme j'ai vu certains, qui vont même jusqu'à prendre le crédit à la banque pour aller maintenant injecter dans des bourses, dans des trucs, on a vu des crypto-monnaies, l'IEP, et j'en passe, ainsi de suite. Ça, ce sera la catastrophe si tu le fais. Donc, pense toujours à cela. Investis juste la somme que tu peux perdre et dormir tranquillement. Le troisième et dernier conseil que moi, je vais te donner, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. La diversification, ça, c'est la base de l'investissement, de tout ce que tu fais. Que ce soit en épargne, tu ne dois pas seulement avoir juste un seul compte. Parce que si la banque la ferme, tout est parti. Tu ne dois pas avoir un seul compte, tu dois avoir plusieurs comptes où tu diversifies. Et suivant que les capitaux sont importants que tu as à disposition, il se pourrait même que tu n'as pas seulement dans un seul pays, mais que tu aies ces comptes dans plusieurs pays. Ceux que je connais et qui sont vraiment nantis financièrement, c'est d'eux que j'ai appris ça. Qui ont des comptes un peu partout, en Asie, en Europe, un peu partout. Là, ils savent que si ça ferme ici, il est là-bas, et ainsi de suite, quoi. Et si c'est l'investissement en bourse que tu veux faire, il n'y a pas seulement une seule action. Il y a plusieurs actions de plusieurs sociétés que tu peux acheter, ainsi de suite. Et il n'y a pas seulement que les actions que tu peux acheter. Il y a d'autres types d'investissements en bourse. Il y a les options, il y a les ETF, ainsi de suite que tu peux avoir. Et donc l'importance de se former pour pouvoir connaître tout ça. Et même il n'y a pas que la bourse en investissement. Vous avez aussi d'autres investissements que vous pouvez faire qui sont moins risqués. Et que moi je conseille vraiment, comme l'immobilier. L'immobilier, pour moi, c'est l'investissement par excellence qui est le moins risqué et qui te rapporte gros sur du long terme. Ça demande une certaine patience. Vous voyez, avec l'immobilier, vous jouez avec un argent, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Si c'est la bourse, tu dois d'abord épargner ton argent, mettre à disposition, attendre un peu. Déjà, tu ne vas pas épargner 100 000 euros avant de commencer. Tu commences avec 1 000 euros, 10 000 euros, ce qui est petit, il est risque de perdre tout. Avec l'immobilier ici, en Allemagne, c'est l'argent de la banque. La banque, en fonction de ta bonité, te met une grosse somme à disposition. Et cette grosse somme, franchement, quand la banque te le donne, c'est parce qu'elle sait que la maison a une certaine valeur qui correspond à cette somme. Tu vas gérer ce bien pendant une dizaine d'années et à la fin de ces 10 ans, tu as mis en location par exemple, à la fin de ces 10 ans, tu peux revendre ce bien et empocher de l'argent sans payer un seul euro d'impôt sur le gain que tu seras fait. C'est vraiment la magie de l'investissement immobilier en Allemagne. Donc, je vous conseille aussi, en diversifiant, de ne pas seulement penser à la bourse, de penser aussi à une autre chose comme l'immobilier. Moi, je fais aussi dans la bourse. J'ai aussi des actifs dans la bourse, un peu éparpillés partout parce qu'il ne faut pas mettre tous ces dans le même panier. Mais mon investissement principal reste l'immobilier. Et même là, dans l'immobilier, il y a plusieurs stratégies que vous devez connaître et avec leurs conséquences, leurs avantages.
Et concernant l'investissement immobilier, mon équipe et moi sommes disposés à vous accompagner dans votre vie d'investisseur immobilier ici en Allemagne. Nous sommes actuellement en train de mettre des programmes de formation très pratiques qui vous aideront déjà à pouvoir chercher l'immobilier, quel que soit l'argent dans lequel vous vous trouvez, chercher, analyser, connaître le bon prix, savoir comment financer, toute la connaissance dont vous avez besoin pour pouvoir être totalement indépendant. Parce que ça, ce sera notre rêve que chacun d'entre vous qui nous écoutez à travers l'Allemagne puissiez quelque part là devenir un gros investisseur quelque part et on pourra ainsi créer un gros réseau d'investisseurs dans la communauté. Et donc, ces programmes de formation, dès que ce sera prêt, nous vous tiendrons informés. Parallèlement, nous avons des programmes d'accompagnement ou bien nous organisons aussi des workshops sur le terrain. Le dernier qui a eu lieu le 11 février était vraiment un franc succès où des abonnés, des intéressés, des fous de l'immobilier ici en Allemagne ont quitté partout, hein, pas seulement en Allemagne, c'était venait même de la France et de la Belgique qui sont arrivés pour ce workshop. Le prochain workshop est en préparation et dès qu'une date aura été arrêtée, vous serez informés. Donc, nous mettons vraiment tout pour donner l'occasion à chaque personne dans notre communauté d'avoir un bien immobilier. Et là, moi j'ai dit, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner. Si c'est la connaissance, on met à votre disposition. Si après vous dites non, moi je veux plutôt chercher un bien immobilier, est-ce que vous n'avez pas, on a un portfolio assez garni, on est en partenariat avec d'autres investisseurs, de grands investisseurs et nous avons la possibilité de chercher des biens immobiliers et de vous mettre ces biens immobiliers à disposition, que ce soit déjà rénové ou pas encore rénové. Si vous avez besoin d'un conseiller financier, d'un financier ou un courtier financier pour faire le financement, nous avons des experts qui sont eux-mêmes aussi des investisseurs immobiliers parce que les personnes avec qui moi je traite, c'est tous des investisseurs immobiliers. Car comme ma mère le disait, la poule ne parle pas des problèmes des dents. Je ne peux pas m'adresser à quelqu'un, traiter avec quelqu'un qui va me conseiller dans l'immobilier, que lui-même, il ne fait pas dans l'investissement immobilier. Pour moi, ça, c'est impossible. Nous avons des experts, que ce soit dans le financement ou bien aussi dans la fiscalité. Si vous avez besoin d'un conseiller fiscal, un Steuerberater qui est lui-même un investisseur immobilier, nous l'avons, nous mettrons à votre disposition. Et si après avoir acheté votre bien immobilier, il faut faire des réparations, le remettre, le retaper complètement, nous avons toute l'équipe pour pouvoir vous accompagner à réparer cet immobilier. Donc vous voyez vraiment, tout est mis en place par mon équipe pour que personne ne dise que je ne pouvais pas avoir un bien immobilier en Allemagne, mais qu'ils disent plutôt je ne voulais pas avoir un bien immobilier en Allemagne. Donc, ne pas investir dans l'immobilier en Allemagne, avec nous, ce sera plus une excuse. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et maintenant, à vous le tour. Quelle expérience avez-vous eu avec la bourse? Et aussi, quel investissement sans grand risque pourrez-vous conseiller à nos nombreux abonnés? Laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!